Au revoir. Au revoir. L'importance de la culture pour les enfants, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a découvert tout de suite. C'est venu un peu par l'expérience et notamment quand on a commencé les voyages. Et quand on a commencé les voyages, donc on s'est dit que ce qui était intéressant dans les voyages, c'était pas seulement de partir en voyage une semaine, c'était aussi de préparer ce voyage. Et que la préparation du voyage, c'était la préparation autour de l'histoire du pays, la musique du pays, la littérature du pays, le cinéma du pays, etc. Et en fait, ce qui nous est apparu quand même comme quelque chose de très important, c'est que les enfants, du fait qu'on aille en voyage, étaient donc très attentifs à ce qu'on pouvait dire sur le pays. Donc on a renforcé en fait le travail autour du voyage parce que ça marchait en fait. Et que ça marchait même auprès d'enfants qui n'étaient pas très scolaires. On étudiait la famille des rectangles dont le périmètre était de 20 cm. Ça, on avait appelé ça la longueur, la largeur, et on avait dit que si le périmètre devait être égal à 20, alors ça voulait dire que longueur plus largeur, ça devait faire 10. Alors moi j'enseigne les mathématiques dans l'école, donc il y a des enfants que je vois le matin en classe, je les vois 1 heure par-ci, 1h30 par-là, voilà. Et puis je les revois après dans d'autres contextes, par exemple en atelier, par exemple on participe encore ensemble aux cours sur le voyage puisqu'on va partir en voyage ensemble, on va ensemble aux sorties, etc. Du coup, moi j'ai des moments en classe où je sais ce que je travaille avec eux, des fois c'est des notions, voilà, on apprend à compter et tout, et puis comme j'ai ces autres occasions d'être avec eux, moi je sais que je peux m'en servir et je peux les saisir pour... si j'ai une idée, je sais pas moi, on est au musée et je sais qu'à côté de moi j'ai Amélie qui est en train d'apprendre à compter et puis tiens, il y a des petits soldats sur la maquette ou je ne sais quoi, et on va compter les petits soldats. Et voilà, c'est vrai que c'est plus facile avec les élèves que je connais et dont je sais ce qu'éventuellement je peux leur demander. On est en cuisine, il faut faire le gâteau, je sais que c'est à lui là que je vais aller demander de peser la farine parce que justement il est en train d'apprendre à écrire les nombres à 3 chiffres et il faut 250 grammes de farine, donc c'est intéressant que ce soit lui qui pèse. Voilà, alors après il y a des fois, à l'inverse, je me sers de choses par exemple quand on part en voyage, on va faire des cours de mathématiques, on va faire des petits problèmes autour du voyage. Avant qu'il y ait l'euro, par exemple, on faisait des problèmes sur la conversion. Ça, convertir, ça demande une certaine maîtrise du calcul. On étudie une année aussi, quand on était en Angleterre, on avait étudié la population des principales villes, avec ceux qui connaissaient les grands nombres. Donc, comme ça, on classe les nombres. Et c'est vrai que dès que... le contenu purement mathématique est relié à des choses qui ont du sens pour eux dans l'école et qui ont un sens pour moi dans l'école, et du coup on parle de la même chose, on a l'impression de plus dialoguer. Alors moi des fois aussi j'aime bien faire des mathématiques juste pour les mathématiques, pour le plaisir de faire des mathématiques, et pas toujours que ça serve parce que c'est relié au voyage, parce que c'est relié à la comédie musicale ou autre. Mais voilà, en tout cas c'est en fait, il y a possibilité de parler de scolarité bien au-delà de la classe. Et ça enrichit forcément ce qu'on fait dans la classe. On a parlé de ce bain culturel dans lequel l'école était plongée, les enfants de l'école étaient plongés. Le fait qu'il y ait un voyage, une comédie musicale, un ciné-club, un journal, de la cuisine avec une recherche... du goût, de vrais aliments, etc., et encore d'autres choses, c'est pas quelque chose, c'est pas une grande diversion, c'est le contraire de ça, c'est ce qui va placer la scolarité en fait au centre de l'école, parce que c'est une préparation à donner du sens aux choses humaines. Et donc une fois que l'enfant a compris la dimension historique de l'humanité, la dimension artistique,
les dimensions philosophiques, les types de destinées que les grands hommes ont traversées, eh bien, on va se retrouver dans de très bonnes dispositions pour leur faire la classe. Et qu'ils trouvent du sens à faire la classe. Les mathématiques, c'est relié aux grandes découvertes, aux grandes inventions, etc. Ça va de soi. L'écriture, c'est lié aux œuvres littéraires, c'est lié à la façon d'inscrire la pensée, de la perpétuer. Donc, l'histoire, la géographie, les langues, ce sont les atouts qui vont permettre de voyager, de comprendre ce qui se passe quand on voyage. Donc, tout ce background va permettre, en fait, de placer l'enfant, le maître aussi, dans la situation d'un échange de relations, et en même temps, de passer des savoirs. Mais ces savoirs ne se font pas exclusivement de l'adulte vers les enfants. Les savoirs se font aussi, quand on fait la classe d'une façon non traditionnelle, les savoirs vont aussi passer des enfants vers le maître, c'est-à-dire que le groupe d'enfants, par sa réflexion, par ses réactions à l'enseignement qu'il reçoit, va permettre d'aider le maître à voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme parfois d'une façon théorique ou d'une façon qu'il croit être la bonne et qu'il ne l'est pas nécessairement devant cette population, devant ces élèves-là. Donc il y a là un beau terrain de réussite qu'est la classe, et ce terrain de réussite, il va d'autant mieux fonctionner qu'un certain nombre de choses auront été établies dans l'école comme étant valables même hors de l'école. Pour faire quelque chose de particulièrement convaincant, les lois, tout simplement. Les lois de l'école de la Neuville, ce ne sont pas des lois isolées d'un microcosme, mais ce sont les lois de la société. On peut dire que les lois de la Neuville découlent des lois de la République française. En même temps, on peut discuter de ça, parce que, évidemment, la sanction qu'un enfant aura ne sera pas la sanction que l'école traditionnelle donnerait. Donc c'est l'occasion aussi de réfléchir, de parler de la société, mais en même temps de parler de l'école sur mesure, de parler de la dimension pédagogique de l'école de la Neuville, toutes choses qui vont encore revenir enrichir la classe. Vous vous souvenez, on a déjà appris deux choses essentielles en philosophie. La première chose, c'était, tout est expliqué avant, si quelqu'un peut... Zoé. On avait dit qu'on devait réussir à réfléchir autrement. C'est amusant parce qu'en classe des 11 marches, j'ai commencé le premier cours de la première saison en classe des 11 marches en disant « Je n'écrirai jamais rien au tableau ». Je ne voulais pas être dans un schéma strictement scolaire parce que pour eux c'était un nouveau domaine qu'ils approchaient. Et je ne voulais introduire que de l'oral, que de la parole. Je voulais travailler à partir d'images sur lesquelles les enfants les discutaient, à partir de textes que moi j'allais lire mais qu'eux n'allaient pas forcément avoir sous leurs yeux. Et finalement tout ça s'est un peu retourné au bout du compte, où les enfants ont été demandeurs d'écrire, ont été demandeurs de lire, ont été demandeurs de dessiner. Et donc ils sont aussi producteurs de leur outil de travail. Et de la matière à partir de laquelle on va travailler. Donc je sais pas, j'ai l'impression que tout se mélange, mais ça fait une espèce de bon mélange pour l'instant. Pour l'instant tout ça est un peu brouillé au niveau des outils qu'on essaie de mettre en place pour l'apprentissage de la philosophie. On n'apprend pas vraiment la philosophie, on apprend à discuter, à argumenter sur des sujets qui les touchent eux au quotidien. La relation d'eux avec la nature, comment se sentent-ils libres à l'école et en société, qu'est-ce que la liberté pour eux, etc. Et on discute de ça à partir de vidéos, à partir d'objets, à partir de textes, à partir de phrases que eux écrivent. Donc si on lance un débat par exemple, j'essaie de les embêter un peu, de leur dire « tu penses ça mais tu crois pas que c'est autre chose qu'on devrait penser ?» Non, bien sûr que non, je pense ça et j'ai raison de penser ça. Et donc ils ne sont jamais véritablement déstabilisés parce que je leur demande de dire ou ce que je leur demande de faire ou ce vers quoi ils sont amenés par mes questions. Alors est-ce que c'est leur bagage culturel qu'ils ont acquis à l'école de la Neuville et en dehors, ou est-ce que c'est la maturité qu'ils ont? Les deux vont certainement de pair.
Ils font d'ailleurs régulièrement des liens vers d'autres choses, notamment vers des films, notamment vers... ça arrive vers des scènes de théâtre qu'ils ont jouées, vers des voyages qu'ils ont faits. Donc tout ça participe au fait que le parcours philosophique est un vrai lieu de discussion riche, sensée, avec des enfants qui ont des choses à dire. Allez, on s'assoit. Le voilà le pont, juste en face de nous. On s'approche de l'endroit où on va descendre, parce qu'on va descendre dans même pas 5 minutes. On va descendre en face de la place d'Espagne dans un grand jardin. Peut-être qu'on peut commencer par un petit tour de la journée. Bien. Et ben dans cette magnifique salle de réunion. Le voyage en Andalousie, il vient comme souvent de voyages privés. Là, on avait été avec Fabienne et des amis en Andalousie, on avait fait le tour et on était tout de suite tout à fait séduits. Il y avait un côté historique, une période exceptionnelle dont on pouvait parler et qui serait très intéressante. Et puis il y avait un côté folklorique, si on peut dire comme ça, un décor andalou qui était magnifique, avec un zeste de corrida, avec un peu de flamenco. C'était vraiment un très beau programme, un programme très chouette, comme on dit. Voilà, et puis donc, on se penche un peu plus sur la partie historique, et effectivement, ça a été très très intéressant de faire cette partie historique. C'est un sujet qu'on n'a jamais touché, à part cette fois-là en Andalousie, parce qu'on avait vraiment le background. Et c'est ça aussi, la culture donne l'occasion de parler de quelque chose qui éventuellement est un peu miné dans la société contemporaine, mais dont on peut parler pour parler du passé. Donc là, c'est sous le califat de Bagdad, donc l'Andalousie était musulmane, mais la coexistence plus que pacifique avec les chrétiens ou les juifs avait donné lieu à des échanges extrêmement riches et féconds. Ici, on est dans une place qui s'appelle la place Maïmonide, Maïmonides, il y a écrit. C'est une hispanisation de son nom. Qui c'est ce gars? C'est un grand philosophe qui était, lui, juif. C'est un ami d'Averroès, c'est un compagnon de travail d'Averroès. Vous savez qui est Averroès, c'est le philosophe qu'on voit dans Le Destin. C'est très intéressant parce que Averroès pensait que la sagesse venait en partie d'Aristote, la religion plus Aristote. Donc la religion musulmane plus Aristote. Et Maïmonide pensait que la sagesse venait de la religion juive plus Aristote. Donc ils avaient un point commun. De plus, ils ont échangé sur leur religion en pensant qu'elles étaient quand même très proches l'une de l'autre. Voilà la synagogue dont on a parlé tout à l'heure. Vous voyez qu'elle est décorée, ça ressemble finalement un petit peu à la mosquée qu'on a vue tout à l'heure. Et c'était aussi justement de leur montrer que dans cette période qu'on avait travaillé avec eux, ces trois religions avaient cohabité, que les gens habitaient ensemble à côté et qu'ils vivaient bien ensemble. Et je crois que ça ils avaient besoin d'entendre que c'était possible en fait. Même si c'est pas ce qu'ils entendent à la télévision de ce qui se passe en ce moment. Et là, les lieux qu'on a visités étaient très marquants, très beaux. Je crois qu'ils ont vraiment là aussi découvert des choses qu'ils n'imaginaient pas. Comme le souligne Fabienne, c'est très intéressant de montrer les merveilles de l'architecture de l'époque, tout court, et ce que les bâtisseurs de mosquées avaient fait,
par rapport à l'occasion qu'on a sans cesse de vanter les cathédrales. On parle très souvent des cathédrales parce qu'on habite Paris, on a évidemment été visiter Notre-Dame de Paris avec les enfants, et là on avait l'occasion d'aller visiter l'Alhambra ou la mosquée de Cordoue, et c'était tout à fait sensationnel, et je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à la population maghrébine dans l'école de la Neuville. C'était intéressant parce qu'ils avaient l'occasion d'être fiers de cette origine, que parfois ils vivent comme un lourd fardeau, quelque chose qu'ils revendiquent, parce que souvent on ne peut pas faire autrement, mais en même temps dont ils ne sont pas nécessairement fiers. Là il y avait une occasion très franche, très tranquille, de dire « Ah mais c'est magnifique ça ». Tout ça c'est une merveille, mais non pas une merveille d'or et d'argent, mais c'est une merveille de visuel, de réflexion. C'est ça la vraie beauté. Éventuellement, ils ont gardé ça. Donc, les chrétiens, ils sont revenus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé l'autorisation au roi de bâtir une cathédrale à la place de la mosquée. Ici. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Séville. 3 ans plus tard, le roi d'Espagne, qui était Charles Quint, lui aussi il avait donné son accord, comme tu le dis. Et il est venu pour voir. Il leur a demandé de stopper net. Il leur a dit, si on le détruit, on n'a pas d'autre. On avait fait beaucoup de progrès en architecture et on savait mieux construire des choses qui allaient plus haut. Là, on a des arcs qui permettent de soutenir davantage de poids que ces arcs-là, en fait. Ce qui était essentiel, c'est de montrer aux enfants la proximité des messages des 3 religions monothéistes, de montrer que Moïse et le Christ étaient présents tous les deux dans la religion musulmane, qu'ils n'en étaient pas absents, parce que souvent c'est quelque chose qui est complètement étranger, que les religions avaient eu un ordre, qu'elles avaient existé dans un certain ordre, et que chacune avait repris les prophètes et un certain nombre d'idées philosophiques, je veux dire, pas seulement religieuses, de l'une à l'autre. Donc il y avait plein de matières, il y avait matière à débat, il y avait matière à discussion. Puis on est rentré et à Cordoue, à Grenade, à Séville, on est rentré dans des églises, dans des mosquées, dans des synagogues, et les enfants, parfois limite désemparés, se demandaient « mais est-ce que moi je peux rentrer dans ces lieux parce que je ne suis pas de la bonne religion ?» Bah oui, on peut. On peut, la preuve, on le fait. Donc il y a là quelque chose de très intéressant qui se passe, qui renvoie chacun à ses questions, à ses problématiques, et je pense qu'il y a eu pas mal de questionnements familiales ensuite par les enfants en sortant de l'école, retour du voyage aussi, demandant à leurs parents « mais alors, pourquoi on dit à la maison, pourquoi on dit ça ?» Parce que à l'école, on m'a dit d'autres choses, c'est intéressant. Donc, pas sur un mode conflictuel où l'école aurait impulsé quelque chose de très critique, on va dire, par rapport à la religion. L'école n'a pas de point de vue par rapport à la religion. La religion, c'est affaire de conscience personnelle. L'école est laïque, mais elle a enseigné des choses, et notamment des choses à propos des religions, parce que ce sont des phénomènes sociaux très forts. Et je suis sûr que, comme à Berlin, les enfants ont compris que le nazisme, que les totalitarismes étaient extrêmement dangereux pour l'humanité, et qu'il n'y avait pas de quoi rire en faisant le salut hitlérien, c'était pas drôle. Donc ils ont compris ça, et l'année de l'Andalousie, je pense que les enfants ont compris qu'il n'y avait pas lieu de faire un conflit de son appartenance religieuse. Rien que pour ça, ça valait la peine de faire le voyage. Bon, je crois que très vite, on s'est rendu compte à quel point on pouvait, je dirais, se servir du fait qu'on partait en voyage pour faire travailler les enfants. Quels que soient les domaines. Alors, selon le voyage, on a plus ou moins axé le travail sur différents aspects culturels. C'est-à-dire que quand on est parti, la première année, quand on est parti en Angleterre, on a travaillé l'anglais, et c'est vrai que tout d'un coup, ils sentaient bien que l'anglais, ils allaient avoir besoin
de l'utiliser concrètement dans les familles parce qu'il faudrait qu'ils se débrouillent en anglais. Quand on est parti quand on est parti à Vienne, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la musique classique parce que pour eux, c'était pas la musique classique, c'était la musique du voyage en fait. Et du coup, ça prenait un sens différent d'écouter Mozart, Schubert, Beethoven. Pour eux, ça avait un côté de se dire ah, c'est quelque chose on va aller sur leur tombe. Il faudrait quand même qu'on sache quelle est leur vie, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que ce travail culturel, il est apprécié des parents, quel que soit le milieu social. Ces voyages, je crois que les enfants ont l'impression qu'on les met comme si on les mettait dans un bain culturel et qu'ils en ressortaient en fait, déjà plus cultivés, et en même temps, du coup, finalement, comme si l'accès à la culture leur étant autorisé, eh bien, l'accès à tout ce qui est culturel, y compris la scolarité, leur était ouvert aussi. Je crois que c'était une de mes premières années en classe des 11 marches en tant que professeur de français. Donc je travaillais avec les enfants, on écrivait souvent des textes, puis plus à cet âge-là, c'est des choses qu'ils aiment bien. Et toi, tu étais venu pour proposer aux enfants d'écrire les dialogues de la comédie musicale. Et là, j'ai vu des enfants produire des textes d'une qualité que je les avais jamais vus donner auparavant en fait. Pas juste dans le contenu, mais aussi dans l'application. Je voyais certains élèves qui avaient tendance à rendre des textes un peu vite faits, pas forcément bien présentés, avec des bonnes idées, mais un travail un peu comme ça, pas forcément très soigneux ni très abouti. Là, pour la comédie musicale, il rendait une feuille remplie, c'était bien écrit, même au niveau de la graphie, je voyais la différence. Voilà, je pense que c'est parce que le projet avait du sens pour eux et considéraient que c'était important et que ça valait de donner le meilleur de ce qu'ils pouvaient donner. Ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres moments du travail du français qu'on faisait ensemble. Après, je le vois... je vois bien au niveau des cours de français que quand la proposition de travail est reliée à un des projets culturels de l'école, le voyage, un cycle de cinéma, une sortie, je vois que c'est plus facile. En fait, il y a déjà, j'ai pas besoin d'expliquer aux enfants pourquoi c'est intéressant de travailler sur le projet que je présente. Ça a été fait par ailleurs en fait. C'est relayé, c'est soutenu par le cours société, par le cours voyage. Au centre du projet culturel de l'école, il y a toujours eu les voyages. Alors, au départ, le voyage, c'était le voyage en Corse. On allait, c'est même pas le premier historiquement, on a fait des classes de mer, des classes de découverte, des classes de neige, un peu comme les autres établissements peuvent le faire, et on n'était pas satisfait des locaux. Sans doute on n'était pas satisfait du fait que justement le milieu n'était pas culturel, que c'était des locaux dans lesquels on allait, c'était des projets dans lesquels les enfants avaient envie d'être, mais en somme il s'agissait d'aller se baigner au bord de la mer, et c'est pas un projet culturel. Alors, c'est un projet, c'est même un projet qui plaît beaucoup aux enfants, mais c'est pas un projet culturel. Donc la première fois, on a parlé d'aller en classe de découverte en Corse, et pas n'importe où, puisqu'on allait dans des propriétés qui appartenaient à la famille de Fabienne. Donc c'était pas n'importe où qu'on allait. L'endroit où on allait, en plus d'être magnifique, c'était aussi un endroit chargé d'histoire. La maison était du XIIIe siècle, l'environnement complètement inchangé depuis des années donnait l'impression aux enfants d'être des petits Robinson Crusoe, comme on l'a dit, c'est-à-dire de revivre comme on avait vécu dans le temps en arrière. Le fait d'aller
quérir l'eau à la source ou de manger dans la nature avec des salles à manger naturelles sur les rochers, etc. Tout ça, ça crée une ambiance particulière. Mais en plus, il y avait tout ce voyage signifiant où nous, on partait avec l'idée que si on refaisait l'école pour un mois hors de l'école, il fallait reposer les bases essentielles de l'école. Donc, quelles étaient les bases essentielles de l'école? Avec quoi? Quels outils? Alors qu'on n'avait rien, dans un décor nu. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on refait l'école avec rien? Et ça, c'est ce qu'on a appelé le voyage au bout de l'institution, c'est-à-dire chercher à faire la synthèse, chercher la quintessence du projet neuvillois. Ça a fonctionné très très bien et ça a duré très longtemps puisqu'on a fait 16 voyages d'un mois à Mourtoli en Corse et en même temps les réponses qui ont été apportées par les enfants, l'intérêt des enfants pour le projet pédagogique de l'école, objet de débat, a été tellement important, tellement riche que les enfants en fait comptaient leur ancienneté dans l'école en nombre de voyages en Corse qu'ils avaient fait et ils considéraient que, à la limite, l'école, c'était le séjour en Corse, la maison en Corse où avait lieu le séjour en Corse, et qu'on allait passer 11 mois de l'année ailleurs, en classe transplantée sur le continent. Et je pense que cette idée venait du fait que cette maison avait des racines, probablement les racines du projet de cette école, et en même temps que Fabienne, il y avait ses racines, donc il y avait quelque chose, Fabienne et l'équipe adulte, donc du coup, il y avait ce sentiment que c'était là l'école, que c'était bien là l'école. Tout ça était très intéressant, ça s'est arrêté hors de notre volonté, puisqu'on n'avait plus accès à ce terrain, et donc il a fallu chercher un autre projet. Ça a été très difficile, et en même temps, on s'est tout de suite dit, il ne peut pas être question de ne plus partir. De toute façon, on repartira, on fera autre chose, mais on fera quelque chose parce que cette idée de cette école, de ce groupe d'enfants et d'adultes qui voyagent ensemble était vraiment l'idée mère de ce projet culturel. Alors, on a trouvé, en cherchant un peu, on a trouvé une autre idée qui d'ailleurs est tout à fait satisfaisante, qui peut-être convient mieux à l'école aujourd'hui, car ce voyage en Corse peut-être serait mis en cause par les autorités sur le plan de la sécurité ou des garanties que le séjour offre. Le nouveau projet, c'est le tour des capitales européennes ou des grandes villes européennes, chacune évidemment liée à un contexte important, historique, linguistique, culturel, complètement spécifique. Et donc chercher dans chaque voyage à la fois des thèmes historiques, des thèmes culturels, et en même temps chercher à retrouver à travers chacun de ces voyages des thèmes contemporains qui auraient des associations fines avec le pays dans lequel on va. Par exemple, l'année où on a été au Portugal, eh bien, on a parlé des grandes découvertes, on a parlé de la route des épices, on a parlé de l'esclavage. Voilà donc des thèmes reliés au thème principal. Quand on a été en Grèce, on a parlé de la démocratie, évidemment, on a parlé des philosophes, on a parlé du théâtre, bon, qui sont des thèmes dans lesquels on ne parle pas seulement du pays dans lequel on va, mais ce sont des thèmes transversaux dans lesquels on va évoquer l'histoire du sujet ou nos pratiques à nous par rapport à ces lieux fondateurs, voilà, des choses de ce genre. Quand on est allé en Irlande, je crois que le projet pour nous était différent. L'Irlande, pour nous, ça a évoqué le cinéma, forcément ça a évoqué John Ford, et c'est ça qu'on a mis en valeur en fait, c'est là-dessus qu'on a travaillé. Quand on a été en Irlande, on leur a passé L'Homme tranquille, et on a été ensuite sur les lieux du tournage, toujours en jouant en fait là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'amusait à reproduire les scènes du film dans les lieux qu'ils avaient vus au cinéma. Et je crois que cet aller-retour entre ce qu'on pouvait travailler à l'école et ce qu'on pouvait faire sur place, ça a été quelque chose aussi c'est quelque chose qui reste, c'est des souvenirs qui restent, ça fixe.
Je crois que ça fixe leurs impressions et ça fixe leurs idées. Allez, on y va. Non mais Aurore, n'exagère pas. Voilà, attention. On n'est pas tous prêts, il faut être tous en même temps. Attention, 1, 2, 3. C'est bon. Le voyage en Irlande, c'est un voyage où il n'y avait pas énormément de travail culturel par rapport à d'autres destinations très très riches. On a fait l'Irlande 1 an après la Grèce et 2 ans après Berlin, qui étaient 2 programmes culturels, historiques extrêmement riches, lourds et foisonnants. L'Irlande, ça se présentait comme un voyage d'agrément, un voyage plus léger. Et pourquoi pas, ça change. Et d'autre part, après la Grèce où on avait été à l'hôtel et où on avait changé de ville chaque soir, l'Irlande c'était intéressant parce qu'on allait chez l'habitant à nouveau et ça c'était bien. Tu lui as donné? Il y avait un côté balade, il y avait un côté tout à fait sympathique dans ce voyage, qui n'est pas du tout la tonalité qu'on a adoptée ensuite, lorsqu'on a fait cette année-là la comédie musicale, qui parlait de l'exode irlandais, des grandes famines, de la guerre d'indépendance, et nous on avait pris l'idée à partir de bouquins tout simplement qu'on avait lus, de témoignages, on avait pris l'idée d'Irlandais qui vivaient à New York. Et donc, c'était pas du tout la même chose. C'était un autre aspect, c'était un autre côté de la médaille. Et ça, c'est intéressant. Ces contrastes, c'est intéressant. On avait été faire le voyage dans une Irlande riante, chaleureuse, etc., qui avait beaucoup plu aux enfants. Et en même temps, on avait repris des réalités plus drues pour la suite de l'année. Et ça, ce contraste, c'est intéressant aussi. C'est pas toujours abondé. En même temps, quand on travaille avec les enfants, on ne démolit pas les traditions. C'est une des choses qu'on a appris, qui n'était pas dans notre parcours d'individu, qu'on a appris en tant qu'éducateur, qu'on a appris à gérer en tant qu'éducateur, que les grands mythes de l'humanité, les choses très traditionnelles, il faut les exposer telles quelles. Éventuellement, si on n'est pas convaincu, et ça nous arrive souvent, on expose les autres points de vue, notamment les points de vue critiques par rapport à la tradition. Mais surtout pas démolir la tradition, parce que en fait, on fait des dégâts dont on ne mesure pas l'importance, et surtout, je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas l'intérêt. Le plus intéressant, c'est de présenter le plus possible de choses, et de ne pas s'enfermer dans des images désuètes ou caduques, pour ne pas que les enfants soient surpris ou plus tard déçus. Je pense qu'on sait pourquoi on vient en classe et pourquoi on travaille, on est mieux disposé à apprendre et à progresser. Donc, souvent, le fait que les projets culturels aient du sens pour les enfants à la Neuville, ça fait qu'ils ne se demandent pas trop
qu'est-ce qu'ils font et pourquoi on leur apprend ce qu'on vient leur enseigner en classe. Pour eux, tout est un peu relié. En fait, la scolarité, mais c'est la base, c'est dans les principes fondateurs de la Neuville, même si c'était pas posé en tant que tel au départ, enfin je sais pas très bien, mais la scolarité, c'est pas juste que c'est un élément parmi d'autres à la Neuville, mais c'est un élément, partie prenante du projet de la Neuville. Pour faire la Neuville, il faut faire la cuisine, il faut s'occuper des jeunes, il faut faire des règles, il faut aussi faire de la scolarité. Voilà, ça fait partie. La Neuville n'a pas de sens sans la scolarité, et la scolarité à la Neuville n'a pas de sens sans tout le reste du projet. Du coup, les enfants qui viennent en classe, la plupart des choses qui leur sont proposées, ils comprennent que c'est inscrit dans un projet global d'école. Enfin, de ce que je peux observer, ce qui les met dans de bonnes dispositions, en fait. Pourquoi la classe de l'école de la Neuville n'est pas la classe de l'école ordinaire? Parce qu'on a été plus loin, parce qu'on a réfléchi à un certain nombre de choses que la société sait, mais qu'elle ne met pas en application, parce qu'elle les qualifie d'utopiques, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et effectivement, si Françoise Dolto, la marraine de l'école, a souvent été taxée d'utopisme, on ne voit pas vraiment pourquoi ce serait une insulte. En tout cas, le travail de Fernand Horry, le parrain de l'école de Neuville, lui, a bien existé. Il a bien existé dans l'école ordinaire. Il a fonctionné à un point d'excellence proche de la perfection. Donc, tout ça existe. Tout ça est l'objet d'un dialogue entre les enfants et les adultes. Ce sont les adultes qui gèrent le projet, ce sont les adultes qui disent ce que l'on va faire à l'école de la Neuville, mais en même temps, ils ne le font pas seuls, ils le font avec le concours et la participation des enfants, et on pourra dire d'ailleurs que le projet neuvillois sera d'autant plus réussi que les enfants auront adhéré et auront revendiqué ce projet comme étant le leur, car ils peuvent retrouver derrière les idées des adultes quelque chose qui leur appartient en propre, qui leur vient de leur culture, mais qui fait cause commune avec ce projet neuvillois. Et là, on arrive à une école qui fonctionne, on va dire, au mieux de ses possibilités actuelles, avec quand même toujours cette idée que l'école est en train de se construire, qu'elle peut encore s'améliorer, que rien n'est jamais joué, et que, s'agissant de pédagogie, l'école est un éternel recommencement.